Bonjour, cette vidéo contient la résolution de cet exercice du chapitre Fonctions exponentielles. Cet exercice est pris de l'examen officiel Bac libanais en 2021, classe sciences générales, et vous pouvez trouver l'examen complet en fichier PDF sur ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et dans cet exercice, on a deux parties. La partie A, dans laquelle on va étudier une fonction auxiliaire g. Et dans la partie B, on va étudier la fonction principale f de x. Je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même de travailler tout seul l'exercice avant de regarder la correction. Commençons par la partie A. Premièrement, la fonction g est définie par g de x égale x plus 1 e exposant x moins 1 et bien sûr cette fonction est définie sur R. Dans la partie 1, la question est de vérifier que la limite en moins l'infini de g de x est égale à moins 1 et de déterminer la limite en plus l'infini de g de x. Alors commençons par la première limite, la limite en moins l'infini de la fonction g de x. Cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 1 e x moins 1. Dans cette fonction, on a une somme. La première fonction est x plus 1 ex et la deuxième est moins 1. Donc, on a la somme de ces deux fonctions. On cherche la limite de la première, puis on cherche la limite de la deuxième, et après on déduit la limite de la somme. Bien sûr, si on n'obtient pas une forme indéterminée. Donc, tout d'abord, dans la première fonction, on a un produit, le produit de x plus 1 par ex. X plus 1 tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, c'est clair. Et ex, lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers 0. Alors ici, par produit, on a infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, je veux développer, c'est-à-dire je veux modifier l'écriture de la fonction. Alors on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Développons ici, on obtient xex plus ex moins 1. Et comme ça, on a obtenu une somme de nouveau, mais cette fois-ci de trois fonctions. La première est xex, la deuxième est ex et la troisième est moins 1. Cherchons la limite de chacune à part. La première fonction est xex. Ici, on a un produit. Et ici, on a aussi une forme indéterminée qui est moins l'infini fois 0. Mais cette limite est une limite particulière. La limite en moins l'infini de x exposant nex est égale à 0. On peut utiliser cette limite particulière directement. Donc cette limite est égale à 0 car la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exposant nex est égale à 0. Donc c'est une limite particulière qu'on peut l'utiliser directement dans les exercices. Pour la deuxième fonction qui est ex, on sait bien que cette limite est égale à 0, 0 plus, et la troisième tend vers moins 1. Alors par somme, la limite de la fonction g de x est égale à 0 plus moins 1, donc cette limite est égale à moins 1, donc vrai. Pour la deuxième limite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction g de x. De même, on a une somme, x plus 1 ex et moins 1. Pour la première, on a un produit, x plus 1 fois ex. X plus 1, lorsque x tend vers plus l'infini cette fois-ci, tend vers plus l'infini. Et ex, aussi, lorsque x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc par produit, ici on a plus l'infini fois plus l'infini. Et la deuxième fonction tend vers moins 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr, cette fonction est indépendante de x. C'est une constante. Donc, par somme, on a plus l'infini moins 1. On peut déduire que cette limite est égale à plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale à plus l'infini. Arrivons maintenant à la question 2 de la partie A. Copier et compléter le tableau de variation de la fonction g. Il nous a donné le signe de la fonction g'. G' est négative dans l'intervalle moins l'infini moins 2. G' est égal à 0 pour x égale à moins 2. Et G' est positive lorsque x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc on peut déduire directement les variations de la fonction. Cette fonction est décroissante dans le premier intervalle, puis elle est croissante dans le deuxième intervalle.
Alors pour compléter encore le tableau, ici on a la limite en moins l'infini de g de x et cette limite d'après la partie 1 est égale à moins 1. Et ici on a la limite en plus l'infini de la fonction g de x et cette limite est égale à plus l'infini. Et ici il faut calculer g2 moins 2. On calcule g2 moins 2 à part. G2 moins 2 est égal à moins 2 plus 1, donc moins 1, e exposant moins 2 et moins 1. Donc c'est égal à moins e moins 2 moins 1. On peut écrire ça directement dans le tableau de variation. On a moins e moins 2 moins 1. Donc la fonction g est décroissante de moins 1 jusqu'à moins e moins 2 moins 1 et elle est croissante après jusqu'à plus l'infini. Et remarquons que cette valeur est à peu près égale à moins 1,13, d'après la calculatrice bien sûr. Donc c'est le tableau de variation de la fonction g. Arrivons maintenant à la partie 3. Dans cette partie, il faut calculer g de 0 et il faut vérifier que g de x est négative pour tout x plus petit que 0 et g de x est positive pour tout x plus grand que 0. Alors calculons tout d'abord g de 0. G de 0 est égal à 0 plus 1, donc 1, e exposant 0, donc fois 1, et moins 1. Alors G de 0 est égal à 0, 1 moins 1. Alors maintenant, pour vérifier que G de x est négative ici et qu'elle est positive ici, c'est-à-dire il faut déterminer le signe de la fonction g. Bien sûr, analytiquement, c'est-à-dire de l'expression de la fonction g, on ne peut pas déduire ou bien on ne peut pas étudier le signe de cette fonction. Pour cela, on va utiliser le tableau de variation de la fonction g. Alors remarquons que la fonction g était négative tout d'abord. Elle est décroissante, c'est-à-dire elle est toujours négative, et elle décroît jusqu'à moins 1,13. Alors dans cette partie, elle est toujours négative. Alors ici, on étudie le signe de la fonction g. Elle était négative. G tend vers moins 1 en moins l'infini, c'est-à-dire elle est négative. Elle est décroissante, c'est-à-dire elle reste toujours négative, et elle décroît jusqu'à moins 1,13. Alors ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, elle est toujours négative. Dans le deuxième intervalle, dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, elle est croissante. Elle est croissante de moins 1,13, d'une valeur négative bien sûr, et elle est croissante jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire elle était négative et elle devient positive. Et puisque la fonction g est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, sur tout cet intervalle, donc bien sûr, g de x s'annule ici pour une valeur de x, car elle passe du négatif au positif. Et en plus, il nous a donné la valeur, c'est-à-dire la valeur ici, là où g est égal à 0. G est égal à 0 pour x égale à 0. Donc ici on a pour x égale à 0, g est égal à 0. Donc en allant de moins 1,13 jusqu'à plus l'infini, elle s'annule en 0. Alors remarquons que dans l'intervalle moins l'infini 0, la fonction g est toujours négative. Regardons, on a toujours des moins ici, et elle est croissante jusqu'à plus l'infini. Elle s'annule en 0 exactement, c'est-à-dire en 0, elle prend la valeur 0, et après le 0, puisqu'elle est croissante, elle devient positive. Donc la fonction g est positive de 0 jusqu'à plus l'infini. Et comme ça, on a vérifié ce qui est demandé. Il nous a demandé de vérifier que g de x est négatif pour x plus petit que 0. Regardons, pour x plus petit que 0, g est négative. Et g de x est positive pour x plus grand que 0, donc pour x plus grand que 0 à droite, g est positive, elle est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Et bien sûr, en 0, g de 0 est égal à 0. Alors maintenant, on sait bien le signe de la fonction g. Et bien sûr, il faut écrire ça, il faut écrire que dans l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction g est continue et strictement décroissante de moins 1 jusqu'à moins 1,13, donc elle est toujours négative ici. Et dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, elle est croissante de moins 1,13 jusqu'à plus l'infini et elle s'annule en 0. C'est-à-dire entre moins 2 et 0, elle est négative et entre 0 et plus l'infini, elle est positive. Arrivons maintenant à la partie b. Maintenant, on travaille avec la fonction principale qui est f de x et qui est égale à x facteur e x moins 1. La première question est de calculer la limite en moins l'infini de la fonction f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x e x moins 1. Cette fonction est le produit
de x avec ex moins 1. X, la première fonction tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et la deuxième fonction tend vers moins 1, car ex tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors par somme, dedans, on a 0 moins 1, donc cette fonction tend vers moins 1. Alors par produit, la limite de la fonction f lorsque x tend vers moins l'infini est moins l'infini fois moins 1, donc c'est plus l'infini. On a une constante négative par moins l'infini. Donc la limite en moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. La deuxième question, montrer que la droite D est une asymptote AC. La droite D qui a pour équation y égale moins x. Alors pour démontrer que cette droite est une asymptote, il faut calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini bien sûr, de f de x moins y de cette droite. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de xex moins 1 moins x, donc plus x. Donc développons ici, on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de xex, x fois moins 1, donc moins x, et ici on a plus x. Simplifions par x, on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de xex. Et cette limite est égale à 0, car c'est une limite particulière en moins l'infini de x exposant n, e exposant x. Donc cette limite est égale à 0, et puisque la limite de f de x moins y de d est égale à 0, alors on peut déduire que la droite D d'équation y égale moins x est une asymptote oblique à la courbe C en moins l'infini. Donc ce qu'il fallait démontrer. Arrivons maintenant à la partie en B. Étudier les positions relatives de C et D. La droite D, bien sûr, a pour équation y égale moins x. Alors pour étudier les positions relatives de C et D, il faut étudier le signe de f de x moins y de la droite D. C'est-à-dire on travaille analytiquement pour qu'on puisse déduire les positions graphiquement de C et D. Donc tout d'abord, f de x moins y de d c'est égal à xex. C'est déjà fait dans la partie en A. C'est la partie en A. Donc f de x moins y de d est égal à xex. Alors on prend directement le résultat de cette question. Alors maintenant, il faut étudier le signe de xex. On peut dire directement que, ici on a un produit x fois ex. X est un polynôme du premier degré et ex est la fonction exponentielle. Et on sait bien que ex est plus grand que 0 strictement, quel que soit x appartient à R. Donc, ex est toujours positive. Donc, la deuxième fonction qui est x, c'est elle qui donne le signe de cette différence. Donc, on peut dire que le produit prend le même signe de x, qui est un polynôme du premier degré. Et pour chercher le signe d'un polynôme du premier degré, on sait bien qu'il admet toujours une seule racine, et la racine de ce polynôme ici est égale à 0, c'est clair, c'est très simple. À droite, c'est positif, même signe de A, et à gauche, c'est négatif. Ou bien, c'est clair que x est positif pour x plus grand que 0, et x est négatif si x plus petit que 0. Ce polynôme est le plus simple polynôme du premier degré. Donc on peut dire directement que si x plus grand que 0, alors f de x moins y de d plus grand que 0, et alors la courbe C est au-dessus de la droite D, bien sûr pour x plus grand que 0. Et si x plus petit que 0, alors f de x moins y de d est plus petit que 0, et alors on peut déduire que la courbe C est au-dessous de la droite D. Et bien sûr, si x est égal à 0, alors cette différence est égale à 0. Et alors, C coupe D, on a un point d'intersection pour x égale à 0, donc C coupe D au point d'abscisse 0 et d'ordonnée ou bien f de 0 ou bien on remplace x par 0 ici dans la droite, car ce point est l'intersection, c'est-à-dire ce point se trouve sur la droite D et sur la courbe C. Donc on peut chercher y ou bien de la fonction f ou bien
de l'équation de la droite. Bien sûr, l'équation de la droite est plus simple. Donc l'ordonnée est y égale moins x, c'est-à-dire y égale moins 0, car x égale à 0, donc y est égal à 0. Alors le point d'intersection est le point O qui est l'origine du repère. Donc, c'est la position relative de C et D. Et arrivons maintenant à la partie 2. Déterminer la limite en plus l'infini de f de x et calculer f de 2. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ex moins 1. Maintenant, le produit de x par ex moins 1, la première fonction x tend vers plus l'infini, et la deuxième, qui est une différence, on a ex moins 1, ex tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ex moins 1 tend aussi vers plus l'infini. Alors par produit, on peut déduire que la limite de la fonction f est plus l'infini, car on a le produit de deux fonctions, et ces deux fonctions tendent vers plus l'infini. Calculer f de 2, c'est un calcul très simple. F de 2, en remplaçant x par 2, nous donne 2, E2 moins 1. Donc c'est f de 2. Et c'est à peu près égal à 12,77. Bien sûr, cette valeur f de 2 égale à 12,77 est un point particulier appartenant à la courbe C. Le point A pour abscisse 2 et pour ordonnée à peu près 12,77. Donc c'est f de 2 et comme ça la partie 2 est terminée et arrivons à la partie 3. Vérifier que f'x est égal à g de x puis dresser le tableau de variation de f. Calculons la dérivée de la fonction f. Cette fonction est sous la forme d'un produit x fois ex moins 1. Donc on a la forme u fois v. ex moins 1, c'est le v. Et la dérivée de u fois v, bien sûr, c'est u'v plus v'u. U', c'est la dérivée de x, donc c'est 1, fois v, donc fois ex moins 1, plus v', la dérivée de ex moins 1, c'est égal à ex, car la dérivée de ex est ex, et la dérivée de moins 1 est égale à 0, c'est une constante. Donc c'est v', fois u, donc fois x. Alors c'est la fonction f'. Et la fonction g, dans la partie a, est égale à x plus 1, ex moins 1. C'est la fonction g. Alors il faut que cette expression soit la fonction g. Alors développons un peu et réduisons après. On obtient tout d'abord ex moins 1 plus xex. Remarquons qu'ici on a un facteur commun qui est ex. Alors prenons ex en facteur ici et ici. On obtient alors ex facteur. Ici il nous reste 1 et là il nous reste x. Donc 1 plus x et on a moins 1. Alors c'est la fonction g de x. Donc f'x est égal à g de x. Alors maintenant, pour dresser le tableau de variation de la fonction f, il faut étudier le signe de la fonction f'. Or f' est égal à g de x. Et on sait bien le signe de la fonction g d'après la partie a. G de x est négative pour x plus petit que 0, et g de x est positive pour x plus grand que 0. Alors on peut dresser le tableau de variation facilement. X, le domaine est moins l'infini plus l'infini. F'x, ou bien le signe de g, on sait bien que g s'annule pour x égale à 0, donc f' s'annule pour x égale à 0. Si x plus petit que 0, c'est négatif, et si x plus grand que 0, c'est positif. Alors la fonction f est décroissante sur le premier intervalle qui est moins l'infini 0, puis elle est croissante sur le deuxième intervalle qui est 0 plus l'infini. La limite en moins l'infini de f est égale à plus l'infini, d'après la partie b en a. Et la limite en plus l'infini de f, d'après la partie 2, est égale à plus l'infini aussi. Et ici on a f de 0. Calculons f de 0 à part. F de 0 est égal à 0 facteur e exposant 0 moins 1. Donc c'est égal à 0 bien sûr. Donc la fonction f est décroissante de plus l'infini jusqu'à 0, puis elle est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Et ce sont les variations de la fonction f. Arrivons maintenant à la partie 4. Dans cette partie, il faut montrer que la courbe C admet un point d'inflexion I
qui a pour abscisse moins 2. On sait bien que pour étudier la concavité et pour déduire que la courbe admet un point d'inflexion, il faut étudier le signe de la fonction f seconde x. C'est la dérivée seconde de la fonction f. Et f seconde x, bien sûr, c'est la dérivée de f'. Donc, c'est la dérivée de f'x. Or, on sait bien que f'x est égal à g de x. Donc, c'est g'x. Car f'x est g, donc c'est g'. Donc, f seconde x est égal à g'x. Donc, étudions le signe de f seconde x qui est égal à g'x. Il faut que f seconde x s'annule en changeant de signe, et comme ça, on peut déduire que la courbe C admet un point d'inflexion, et là où la fonction f seconde s'annule en changeant de signe, c'est-à-dire la valeur de x là où cette fonction s'annule, est l'abscisse du point d'inflexion. C'est-à-dire si f seconde s'annule pour x égale à moins 2 en changeant de signe, alors le point d'inflexion a pour abscisse moins 2. C'est-à-dire maintenant, il faut étudier le signe de la fonction g'. Alors en revenant en arrière à la partie A, deuxièmement, on peut déduire que on a, d'après l'hypothèse, g'x s'annule pour x égale à 2 en changeant de signe. Elle était négative, puis elle devient positive. Donc g'x s'annule en changeant de signe, et c'est-à-dire f seconde x s'annule pour x égale moins 2 en changeant de signe. Et alors on peut déduire directement que la fonction f, ou bien que la courbe C, admet un point d'inflexion qui a pour abscisse moins 2. Donc c'est clair. Et c'est très facile. Alors écrivons ça. D'après la partie A2, g'x s'annule pour x égale moins 2 en changeant de signe. Et elle change de signe du négatif au positif. Donc puisque f seconde x est égal à g'x, alors f seconde x s'annule pour x égale moins 2 en changeant de signe. Et alors, on peut déduire que la courbe C, qui est la courbe de la fonction f, admet un point d'inflexion i qui a pour abscisse moins 2. Donc C admet un point d'inflexion i avec x de i est égal à moins 2. Et bien sûr, pour chercher l'ordonnée de i, on peut remplacer x par moins 2 dans la fonction f seulement, car ce point appartient à la courbe C seulement. Donc, cherchons y de i, et y de i est égal à f de x de i, donc c'est égal à f de moins 2. En remplaçant x par moins 2 ici, on obtient moins 2, e exposant moins 2, moins 1. Donc, c'est y de i, et c'est à peu près égal à 1,7. Donc, le point i a pour abscisse moins 2, et pour ordonner cette valeur, je veux l'écrire comme ça, e moins 2 moins 1, et pour la figure, cette valeur est à peu près égale à 1,7. Donc, cette question est terminée, et bien sûr, on va utiliser ce point dans la figure, ou bien dans la partie 5, qui est tracée la courbe D et C. Maintenant, pour tracer cette courbe et cette droite, on va bien sûr utiliser le tableau de variation de la fonction f tout d'abord. Et c'est le tableau de variation de la fonction f. Elle est décroissante, puis elle est croissante. La droite D a pour équation y égale moins x. Alors, pour tracer cette droite, on peut dire que c'est la deuxième bisectrice. Donc, c'est cette droite, c'est la deuxième bisectrice et c'est la première bisectrice. Ici, c'est la deuxième bisectrice. Elle a pour équation y égale moins x. Ou bien, on cherche tout simplement deux points. Le premier point a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Et le deuxième point a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 2. Donc, abscisse 0 ordonnée 0 et abscisse 2 ordonnée moins 2. Alors, c'est cette droite qui passe par ces deux points. Donc, c'est la droite D qui est l'asymptote en moins l'infini à la courbe C. Après, remarquons que la fonction f a pour minimum 0, et ce minimum est atteint pour x égale à 0. Donc, on a un point minimal qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée y égale à 0. Donc, c'est l'origine. Ce point est un minimum et au minimum, on a toujours une tangente horizontale. Alors, c'est un minimum et la courbe est au-dessus de ce minimum, bien sûr.
Maintenant, pour les points particuliers. On a plusieurs points particuliers dans cette fonction. Le premier point est le point qui a pour abscisse 2. On sait bien que f de 2, d'après la partie 1a, f de 2 est égal à 12,77. Regardons, f de 2 est égal à 12,77, donc on a le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonnée 12,77 à peu près, bien sûr. Donc abscisse de ordonnée 12, c'est en haut. Donc la courbe doit passer à peu près par ce point. Bien sûr, sur vos cahiers, vous pouvez placer ce point plus précisément. Deuxièmement, on a le point d'inflexion, le point I, qui a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 1,7 à peu près. Abscisse moins 2 et ordonnée 1,7, donc c'est le point d'inflexion et la courbe doit passer par ce point aussi. Et on sait bien en plus que la courbe est au-dessous de la droite D pour x plus petit que 0, c'est-à-dire avant l'axe des ordonnées, la courbe est au-dessous de D, elle coupe D pour x égale à 0 en ce point, et après ce point, la courbe devient au-dessus de la droite D. Donc aussi, il faut travailler en remarquant ça. Et maintenant, traçons la courbe C. Tout d'abord, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire à gauche, f ou bien y tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si x à gauche, y est en haut, x moins l'infini, y plus l'infini. Et on sait en plus que cette droite est une asymptote, c'est-à-dire la courbe doit commencer à côté de cette asymptote. Et aussi, on sait bien que la courbe est au-dessous, pour cela, on va commencer notre courbe comme ça. Au-dessous de la droite D et avec la droite D est une asymptote. Dans le premier intervalle, moins l'infini 0, c'est-à-dire là où la fonction est décroissante, la fonction décroît d'ici jusqu'au minimum, c'est-à-dire jusqu'ici. Donc elle est décroissante d'ici jusqu'ici et en passant par ce point. Et ce point est un point d'inflexion. Avant ce point, la courbe était concave, c'est-à-dire la concavité est vers le bas. C'est comme si elle est comme ça, mais la concavité est très peu, donc c'est comme ça. Elle a une concavité vers le bas. En ce point, elle change sa concavité et elle devient comme ça, convexe, ou bien la concavité est vers le haut. Donc c'est le point I, qui est le point d'inflexion. Si x plus petit que moins 2, la courbe est concave. Après moins 2, ou bien si x plus grand que moins 2, la courbe change sa concavité et elle devient convexe, ou bien la concavité est vers le haut. Donc, complétons vers le minimum, mais d'une façon que la courbe change sa concavité. Regardons, on a un changement de concavité. La concavité est maintenant vers le haut. Donc maintenant, on a tracé la première partie sur l'intervalle moins l'infini 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Regardons si x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc si x est à droite, y est en haut. Et on n'a pas une asymptote à la courbe C en plus l'infini. Mais on sait bien que la courbe doit passer par ce point qui a pour abscisse 2 et pour ordonner 12, quelque chose. Donc c'est clair qu'elle va monter vers le plus l'infini en passant par ce point. Donc on complète notre courbe comme ça, en allant vers plus l'infini, en passant par ce point. Et on complète vers le plus l'infini, bien sûr. Et alors, c'est la courbe C. C'est la courbe de la fonction f, et on a utilisé toutes les questions dans notre graphe. Les points particuliers, les points d'inflexion, le minimum et l'asymptote, tout. Et arrivons maintenant à la question 6, qui est la dernière question de l'exercice. L'équation f de x égale 1 admet deux solutions réelles alpha et bêta, telles que alpha plus petit que bêta, et alpha est plus petite que 0 et bêta plus grande que 0. La première question montrait que l'intégrale de xex dx est égale à x moins 1 ex plus constante. Maintenant, pour répondre à cette question, ou bien pour calculer cette intégrale indéfinie, on peut utiliser une propriété qui est très importante. On a une équivalence entre intégrale de h de x dx égale à grand H de x plus constante et la dérivée de grand H égale à petit h ou bien cette fonction h. Donc on a une équivalence entre ces deux égalités. C'est-à-dire que
au lieu de calculer l'intégrale de xex et de vérifier que cette intégrale est égale à x moins 1 ex, plus constante, on peut calculer la dérivée de cette fonction, c'est-à-dire on peut calculer la dérivée de grand H, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, et il faut que la réponse, ou bien la dérivée de cette fonction, soit la fonction qui est dedans, c'est-à-dire la fonction petit h. Et bien sûr, le calcul de la dérivée est un peu plus facile que le calcul de l'intégrale. Alors maintenant, pour cette intégrale, on peut travailler n'importe quelle méthode. Cette méthode est facile et cette méthode est facile. Bien sûr, la dérivée est plus facile. Et si on veut travailler l'intégrale directement, il faut utiliser une intégration par partie pour calculer cette intégrale. Maintenant, je veux calculer la dérivée de la fonction grand H, c'est-à-dire, on peut écrire comme ça, x moins 1 ex, c'est la fonction grand H, et il faut calculer la dérivée de cette fonction. Cette fonction est de la forme u fois v. U', c'est 1 fois v, donc fois ex, plus v', la dérivée de v, c'est ex fois u, donc fois x moins 1. Développons, on obtient 1 fois ex, c'est ex, et ici on développe ex fois x et ex fois moins 1. Donc plus x ex, et ex fois moins 1, c'est égal à moins ex. Plus ex moins ex, c'est égal à 0, donc c'est égal à x ex. Et alors, c'est égal à la fonction petit h. D'où on peut déduire que l'intégrale de cette fonction petit h est égale à grand H. Alors, l'intégrale de x ex dx est égale à cette fonction qui est x moins 1 ex plus constante. Et ce qu'il fallait démontrer. Et bien sûr, comme on a dit avant, vous pouvez utiliser une intégration par partie pour calculer directement cette intégrale. Et bien sûr, la réponse doit être cette fonction plus constante. Et arrivons maintenant à la partie 6b. Soit A de alpha, l'aire du domaine limité par la courbe C, la droite D, la droite d'équation x égale alpha et y'. Montrez que A de alpha est égal à cette quantité unité d'aire. Bien sûr, pour répondre à cette question, il faut utiliser le graphe de la fonction, c'est-à-dire il faut regarder la courbe déjà tracée dans la partie 5. Et regardons, c'est notre courbe. Tout d'abord, il faut préciser le domaine sur le graphe. Donc, on a la courbe C, c'est la courbe qui est en blanc, la droite D, la droite qui est en vert, la droite d'équation x égale alpha. Maintenant, alpha est la solution négative de l'équation f de x égale 1. f de x égale 1, c'est-à-dire graphiquement, c'est l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale 1. y égale 1, c'est cette droite horizontale, et cette droite coupe la courbe en deux points. C'est le premier point et c'est le deuxième point. Et ces deux points ont pour abscisse, le premier est alpha et le deuxième est bêta. Donc, c'est alpha et c'est bêta, car il nous a dit que alpha est la solution négative et bêta est la solution positive. Donc, c'est la droite y égale 1. Et c'est alpha, c'est bêta. Donc, la droite d'équation x égale alpha, c'est la droite verticale qui passe par alpha ici. Donc, c'est cette droite, c'est la droite d'équation x égale alpha. Et bien sûr, y' ou y, c'est déjà tracé là. C'est l'axe des ordonnées. Donc, le domaine qu'on va calculer son aire est ce domaine ici, qui est entre la courbe, la droite D, x égale alpha et x égale à 0, ou bien l'axe des ordonnées. Donc, c'est le domaine limité par ces quatre courbes. Donc, c'est en bleu. Donc maintenant, pour calculer l'aire de ce domaine, il faut calculer l'intégrale. L'aire de ce domaine est notée A de alpha. Et c'est égal à l'intégrale. De gauche, on part de alpha jusqu'à 0. Donc, entre alpha et 0, de ce qui est au-dessus moins ce qui est au-dessous. Au-dessus, on a la droite D, donc analytiquement, c'est y de D, moins ce qui est au-dessous, c'est la courbe C, ou bien analytiquement, c'est f de x dx. Alors, A de alpha est l'intégrale de y de D moins f de x entre alpha et 0, de gauche à droite, entre alpha et 0. Donc, remplaçons chacune par sa valeur. Y de D moins f de x,
c'est égal à moins xex. Car f de x moins y de d est égal à xex, c'est déjà calculé plusieurs fois avant, donc c'est l'intégrale entre alpha et 0 de moins xex dx. Alors maintenant, il faut calculer l'intégrale de cette fonction. Or, d'après la partie 6a, on a l'intégrale de xex dx. Donc, puisqu'on a ici moins xex dx, alors on peut mettre le moins dehors, donc c'est moins l'intégrale entre alpha et 0 de xex dx. Donc, maintenant, on peut dire que l'intégrale de xex est égale à x moins 1 ex, et après on multiplie par le moins 1, donc on obtient moins x moins 1 ex, et bien sûr c'est entre alpha et 0. Et maintenant, il faut remplacer x par 0 tout d'abord, moins x par alpha après. Alors, complétons ici. C'est égal à, en remplaçant x par 0 tout d'abord, on obtient 0 moins 1, donc moins 1, e exposant 0, donc fois 1. Donc, c'est égal à moins 1. Moins, en remplaçant x par alpha, on obtient alpha moins 1, e exposant alpha. Donc, c'est l'intégrale, c'est unité d'air. Donc, développons et réduisons un peu. On obtient tout d'abord moins 1 fois moins 1, donc c'est plus 1. Et ici, on a moins fois moins, donc plus alpha moins 1, e alpha, unité d'air. Alors maintenant, on est arrivé à cette expression. C'est 1 plus alpha moins 1, e alpha. Mais il faut démontrer que a de alpha est égal à 1 plus alpha moins 1 sur alpha, unité d'air. Alors remarquons que dans l'expression demandée, on n'a pas la fonction e alpha. Et ici, on a la fonction e alpha. Alors il faut remplacer e alpha par quelque chose en fonction de alpha seulement, sans la fonction exponentielle. Alors comment peut-on faire ça? Remarquons que alpha est la solution de l'équation f de x égale 1. Solution de l'équation, c'est-à-dire elle vérifie l'équation. Donc on peut dire que f de alpha égale à 1. Avec f de x est cette expression. Alors f de alpha est égal à alpha, e alpha, moins 1, égale à 1. C'est f de alpha en remplaçant x par alpha dans la fonction f. Donc pour chercher e alpha égale à combien de cette égalité, on peut diviser tout d'abord par alpha à gauche et à droite. On obtient à gauche en divisant par alpha bien sûr. Ici on peut simplifier directement par alpha, il nous reste e alpha moins 1 et c'est égal à 1 sur alpha. Et après on peut dire que e alpha égale à 1 sur alpha plus 1 ou bien 1 plus 1 sur alpha. Alors on a exprimé e alpha en fonction de alpha, une expression ne contenant pas la fonction exponentielle. Alors remplaçons maintenant e alpha par ce qui est là, 1 plus 1 sur alpha, ici. Donc, on peut compléter, donc a de alpha est égal à, tout d'abord on a 1 plus alpha moins 1, et au lieu de e alpha, on peut mettre 1 plus 1 sur alpha. Donc 1 plus 1 sur alpha. Alors développons, on obtient 1 plus alpha fois 1, c'est égal à alpha. Alpha fois 1 sur alpha, c'est alpha sur alpha ou bien c'est 1. Donc 1 plus 1. Moins 1 fois 1, donc moins 1. Et moins 1 fois 1 sur alpha, c'est égal à moins 1 sur alpha. D'où on a ici plus 1, plus 1, moins 1, plus 1 moins 1 c'est égal à 0, donc il nous reste 1, et ici on a plus alpha et moins 1 sur alpha, bien sûr unité d'air et ce qu'il fallait démontrer. Comme ça, on est arrivé à l'expression demandée de la valeur a de alpha, qui est l'aire du domaine limité par la courbe C, la droite D et la droite d'équation x égale alpha et l'axe y' au y. Et comme ça, cet exercice est terminé. Et vous pouvez regarder cette série de vidéos contenant d'autres exercices de même type.